Yvon Dallaire, j'ai envie de commencer par le privé. Tu es papa, grand-papa, et heureux en couple depuis plus de 35 ans. Oui, mais j'en totalise 47. 47 ans en couple. Donc, je suis normal. Mais pas avec la même personne. Pas avec la même personne. Ma troisième, je suis normal, je suis déjà séparé 2 fois, mais c'est avec ma troisième relation amoureuse que je me suis vraiment épanoui, que j'ai appris sur l'amour beaucoup de choses grâce à ma troisième partenaire. Ce qui donne de l'expérience. C'est l'expérience. J'ai toute mon expertise de couple qui sont venus me voir pour me parler de leurs propres difficultés, qui sont sensiblement les mêmes difficultés d'un couple à l'autre et d'un océan à l'autre, c'est-à-dire d'un côté de l'océan à l'autre. Alors, que ce soit en Suisse, en Belgique, au Québec, les conflits conjugaux, les dynamiques conjugales sont sensiblement les mêmes. Donc, pour être heureux dans un couple, il faut connaître, il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bonne foi, mais c'est pas suffisant. Ça prend aussi des connaissances, des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes qui sont lourdes de conséquences, des connaissances des dynamiques conjugales inhérentes à la vie de couple, qu'on le veuille ou non, et des efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas dans un couple et mettre en pratique ce qui fonctionne. Puis aujourd'hui, parce qu'on a observé, on a étudié les couples heureux à long terme, on sait qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu es psychologue, spécialiste des relations de couple et de la vie sexuelle du couple, conférencier, formateur et auteur de plus de 30 livres sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire sur les hommes et les femmes. C'est un sujet inépuisable. Tu as, au long de ta carrière, aidé des milliers de couples à améliorer leur vie de couple, à améliorer leur intimité. Et tu as co-créé avec le docteur sexologue Yves Psalty une formation en psychosexologie positive. Pourquoi la création de cette formation et puis qu'est-ce qu'elle apporte au couple? La thérapie conjugale traditionnelle met beaucoup l'accent sur résolution de problèmes par la communication, particulièrement la communication dite non violente. Alors, ça peut être utile, mais on se rend compte que parler des problèmes, parler des conflits, ça entretient les conflits. On ne fait pas abstraction des problèmes, on ne fait pas abstraction des conflits dans l'approche positive de la thérapie conjugale que Yves et moi on a développée, mais on va davantage mettre l'accent sur qu'est-ce qui fonctionne dans un couple. Okay? Quand il y a des conflits qui, pour la plupart, sont insolubles, si on essaie de solutionner des problèmes, même par la communication non violente, des problèmes insolubles, on risque plus de s'enfoncer que d'arriver à un consensus. De toute façon, pour moi, les couples n'ont aucun problème de communication. Ils ont un problème de consensus, ils ne sont pas d'accord. Ils ont un problème de contenu de communication. Si à chaque fois qu'on se rencontre, Julien, je parle de ta merde puis tu parles de la mienne, on n'a pas un problème de communication, on la communique, notre merde. Mais on ne sera pas heureux ensemble. Okay? Évidemment, il y a un problème d'interprétation aussi. Donc, pour moi, après presque 40 ans d'écoute des couples, j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont pas de problème de communication, ils ont un problème de consensus, de contenu de communication et d'interprétation des mots et des gestes. Alors, à partir du moment où on met dans le contenu, on va davantage mettre l'accent sur le contenu positif, sur l'amour, sur les forces de l'un et de l'autre, sur aussi les sensibilités, les besoins de l'un et de l'autre, et qu'on apprend toutes ces choses-là. Alors, plutôt que de, l'expression, brasser de la merde, on va brasser des fleurs. Et on a de plus en plus de preuves scientifiques grâce à nos instruments là, très développés là, au niveau de la technologie. On est capable d'observer le fonctionnement du cerveau en direct. Et on est en mesure de dire, à chaque fois que je vais, par exemple, dire moi, à ma partenaire, chérie, je t'aime, on va stimuler les neurones associés, parce qu'on parle d'un circuit neurologique associé à l'amour, au même titre qu'à la colère, qu'à la tristesse. Donc, j'ai le choix de quelle émotion je vais entretenir, quel contenu je vais entretenir. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux être heureux, je veux recevoir de l'amour. C'est pas en parlant des défauts, des faiblesses de l'autre que je vais recevoir de l'amour en retour. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça thérapie conjugale et sexuelle positive, parce qu'on essaie d'aider les membres des couples à mettre l'accent sur qu'est-ce qui fonctionne bien et
Une thérapie conjugale, finalement, c'est très simple. Il faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas, faire de plus en plus ce qui fait que le couple, malgré tous leurs conflits et leurs moments difficiles, qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours ensemble? Parce qu'il y a des forces qui les unissent, et trouver de nouvelles stratégies efficaces pour que les besoins de monsieur et de madame, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, soient mieux satisfaits. Et ça marche. Donc tu ne nies pas les difficultés Non. De couple, c'est simplement de se focaliser sur ce qui Exact. marche pour pouvoir faire croître justement ce qui fonctionne, dégager une énergie positive, C'est ça. plutôt que de se focaliser sur ce qui fait. Si je te demande, Julien, de te rappeler tous les mauvais souvenirs de ton enfance, tu vas revivre aujourd'hui toutes les émotions associées aux mauvais souvenirs et tu risques fort de déprimer. Okay? Mais si je te demande de te rappeler tous les beaux souvenirs de ton enfance, tu vas avoir le sourire. Okay? Je ne peux pas ne pas me rappeler de mon passé, mais j'ai le choix de me rappeler les moments de mon passé. Entre, est-ce que je me rappelle des traumatismes ou je me rappelle tout ce que mes parents m'ont donné, m'ont apporté, pas tout ce qu'ils ne m'ont pas donné. Alors, si je mets l'accent sur les manques, si je mets l'accent sur le négatif, on ne construit rien sur le négatif. On construit sur du positif. Alors, les couples heureux, c'est ce qu'ils font. Ils se disent 5 fois plus de compliments que de reproches. Alors, les couples malheureux, ils font quoi? Ils se disent 5 fois plus de reproches que de mots d'amour. Ouais. Finalement, c'est du GBS, du gros bon sens. Ouais. J'ai envie d'aborder avec toi les dépendances et le couple. Quelles sont les dépendances qui peuvent poser un problème au couple et puis quelle est leur influence dans le couple? Pour former un couple heureux, ça prend généralement 2 personnes, 2 célibataires heureux. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire pour moi ce que moi-même je ne fais pas pour moi, me rendre heureux. Il y a une phrase qui a été écrite par ma jumelle que j'aurais voulu avoir écrite, c'est « Le bonheur se trouve seul et se partage ». Et je rajoute, c'est moi qui le fais, se multiplie. Si je partage mon bonheur, on risque de le faire fleurir. Un couple, c'est comme 2 jardiniers. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'accent sur les mauvaises herbes ou on met l'accent sur les fleurs? Et on nourrit des fleurs qui vont finir par étouffer les mauvaises herbes. Si j'ai une dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la porno, que ce soit à la passion, c'est évident qu'à ce moment-là, ça risque d'être un handicap pour mon épanouissement et personnel et conjugal. Quelle est la différence entre une dépendance et puis un comportement occasionnel? Quelle est la frontière entre les deux? La dépendance, la personne ne peut pas s'en empêcher. La personne ne peut pas arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de consommer de la pornographie. Il y a une compulsion à passer à l'action. Et la personne a dit, c'est plus fort que moi. Et à ce moment-là, il y a un cercle vicieux qui est créé. Il y a une compulsion qui fait qu'au moment où je satisfais la pulsion diminue, mais pas longtemps après, elle revient. Okay? Et là, la personne est incapable de pouvoir gérer cette impulsion-là, qui devient compulsive et obsessive. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu se retrouve dans cette situation, à la merci d'un comportement qu'il ne désire pas ou plus? Ouais. Normalement, on n'est pas dépendant d'une personne ou d'une drogue ou d'un comportement lorsqu'on est heureux. À la base de toute dépendance, il y a une souffrance. Il y a des besoins non satisfaits. Et souvent, ce sont des besoins même légitimes qui ne sont pas satisfaits. Okay? La personne qui n'a pas suffisamment confiance en elle peut devenir dans une recherche compulsive du regard de l'autre. Donc, il est continuellement dans la drague. C'est ce qu'on peut appeler la dépendance à la passion. Et il va passer de partenaire aux 3 mois, aux 6 mois, là, continuellement. Okay? C'est parce que quelque part, il y a un besoin d'être aimé qui n'est pas vraiment satisfait. Alors, pour traiter, je te devance peut-être un peu, mais pour traiter les dépendances, il faut essayer d'aller voir en deçà, qu'est-ce qu'il y a. La dépendance, c'est souvent un symptôme qui, évidemment, surtout avec des produits chimiques, l'alcool et compagnie, les drogues, va devenir un problème. Parce qu'il y a une dépendance physique. Mais très souvent, au départ, pourquoi j'ai commencé à consommer de l'alcool, pourquoi j'ai commencé à consommer des drogues, de la porno, etc., c'est parce qu'il y a un besoin humain, légitime,
frustré, qui n'est pas satisfait, et une habileté relationnelle à le satisfaire. Et puis tu parles de la dépendance à la passion. Tu as écrit notamment dans un de tes livres Amour ou dépendance sur les dépendants affectifs et puis les contre-dépendants affectifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de dépendance émotive, très souvent on ne fait référence qu'à un côté de médaille. La personne qui est à la recherche de passion, la personne qui veut plus de fusion de la part de son partenaire, qui amène généralement une réaction du partenaire vers la contre-dépendance. Okay? L'un nourrit l'autre. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui est courant, populaire, qui dit « Plus tu me poursuis, plus je te fuis. Plus tu me fuis, plus je te poursuis. » À l'intérieur des couples, y compris les couples heureux, ce qu'on appelle ce paradoxe de la passion qui peut se transformer en dépendance et contre-dépendance, il est au cœur, même chez les couples heureux. Sauf que chez les couples heureux, le besoin de fusion et d'autonomie, parce que c'est ce dont on parle, hein? Je veux bien fusionner, mais je ne veux pas me perdre. Okay? Donc, chez les couples heureux, les besoins de fusion et d'autonomie sont à peu près égaux. Ce qui fait que ce n'est pas toujours le même qui va être en attente de l'autre ou qui a l'impression d'avoir trop de présence de l'autre. Dans les couples malheureux où ce déséquilibre-là s'intensifie, c'est toujours le même qui a l'impression que nous n'existe pas. Alors que l'autre, lui, il étouffe dans nous. Il a l'impression qu'il y a le bonheur de l'autre sur ses épaules. Okay? Et ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être un peu complexe, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux partenaires-là sont au même niveau de développement émotionnel. Une personne qui est très autonome ne se retrouvera pas avec une personne qui est dépendante émotive. Un dépendant émotif ou un contre-dépendant émotif qui a peur de s'engager va se retrouver avec une personne qui est au même niveau de développement émotif. Donc, les deux sont au même niveau dans le sens qu'ils sont réactionnels l'un par rapport à l'autre. J'agis en fonction de l'autre. Or, pour créer un couple heureux à long terme, il faut, oui, quand on est jeune, on est très dépendant, mais il faut passer par une phase de contre-dépendance pour atteindre l'indépendance. C'est-à-dire qu'on doit se séparer de papa et maman pour vivre notre propre vie. Mais souvent, il y a des gens qui vont se libérer de papa et maman en se emprisonnant avec un autre partenaire. Donc, ils ne sont jamais devenus indépendants. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'indépendance n'est pas l'étape ultime. L'étape ultime, c'est l'interdépendance. J'ai des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas juste de sexe ici, je parle d'amour, je parle de support mutuel, je parle de support financier, physique, de confiance, de communication. Il y a au moins 25 besoins qu'un couple peut satisfaire. Et donc, les 25 besoins que j'ai, dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Et souvent d'une personne privilégiée que je choisis parmi toutes les autres. Alors, dans les couples malheureux, on n'atteint jamais ce niveau d'indépendance-là. Et on demande à l'autre de faire pour soi ce que je ne fais pas pour moi-même, me rendre heureux. C'est de ta faute si je suis malheureux. Ben non. Si je dis à l'autre c'est de ta faute si je suis malheureux, l'autre va réagir dans ce qu'on appelle une schismogenèse complémentaire. En bon suisse, ça veut dire une escalade. En bon français, ça veut dire une escalade. Un réagit à l'autre, qui réagit de façon divergente à l'autre, qui réagit encore de plus en plus. Donc, il y a une escalade qui fait qu'on en arrive malheureusement à de la violence verbale et, pour certains couples, à de la violence physique, ce qui est toujours malheureux. Alors que dans les couples heureux, on peut avoir les mêmes moments difficiles, on peut avoir les mêmes sujets de conflit, mais on ne va jamais dépasser un certain niveau dans l'escalade et on développe des stratégies de désamorçage. Devant, par exemple, le retard de l'autre, au lieu de dire d'exprimer ma colère devant ton retard, je dis j'avais assez hâte que tu arrives. Ou devant ce que l'autre, parce que moi je suis responsable de mon retard, je ne suis pas responsable de la colère de l'autre. Mais si je réagis à la colère de l'autre en justifiant mon retard, je mets de l'huile sur le feu. Mais si je dis, si je comprends bien mon amour, tu avais hâte que j'arrive, je désamorce. Moi aussi, j'avais hâte de te retrouver. Je m'excuse pour mon retard.
C'est ça l'intelligence émotionnelle. Quels sont alors tes meilleurs conseils pour un couple qui se trouve dans cette situation? C'est de prendre la responsabilité conjugale personnelle à 100%. C'est une première chose. Je suis 100% responsable de mes actions et de mes réactions à l'autre. Alors, les couples dépendants, contre-dépendants, sont dans la réaction. Alors que les couples autonomes, deux personnes autonomes, deux célibataires heureux qui forment un couple heureux, ils sont dans une relation de proaction. On se donne des projets à court, moyen et long terme et on agit en complicité dans une direction. Alors que les couples malheureux sont toujours en confrontation. Deuxièmement, deuxième conseil, c'est qu'il faut que chacun des deux partenaires développe ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle conjugale. Il ne faut pas que mes émotions envahissent ma raison. Il ne faut pas que je décharge mes émotions négatives. Évidemment, si c'est mon amour, mon enthousiasme, ma joie, il faut la faire déborder, ça, c'est ça le positif. Mais ma colère, mes émotions dites désagréables ou négatives, ne sont pas faites pour être déversées sur l'autre, parce que l'autre, dans ce sens-là, dans ce temps-là, va réagir aussi négativement. Et là, bon, on assiste à la naissance des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont la critique, ou ce que je perçois comme une critique. Et devant la critique, ben, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se défend. Donc, la défensive, c'est le deuxième cavalier de l'Apocalypse. Et la meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Donc, tu me critiques, je te critique à mon tour. Tu me dis que je ne suis pas correct? Non, c'est toi qui n'es pas correct. Et schismogenèse. Le troisième cavalier, c'est normalement quand on critique ou quand on se fait critiquer, on n'a pas l'impression de recevoir de l'amour. Là. Le troisième cavalier, c'est du mépris. C'est une façon non verbale de critiquer l'autre. Et le quatrième cavalier, qui arrive parfois après des années, un des deux se retire dans un processus de désamour, en réaction à l'autre. Donc, critique, défensive, mépris et fuite. Ce sont les 4 cavaliers d'Apocalypse. Et les deux partenaires sont co-responsables à 100% de leur action ou réaction, mais évidemment, la dynamique conjugale de cette dépendance émotive est une co-réalisation que les deux peuvent, chacun doit de part et d'autre apprendre à mieux gérer. C'est pour ça que l'approche que j'ai développée avec Yves, c'est une approche où, quand je reçois un couple, je reçois le couple pour 3 heures. Je passe 1 heure avec l'un, 1 heure avec l'autre, 1 heure en couple. Dans la première heure, j'essaie de voir jusqu'à quel point la personne est de bonne foi et toujours amoureuse. Même chose avec l'autre. Et en général, dans 97-98% des cas, les deux sont de bonne foi. Monsieur a tout fait croyant bien faire, madame a tout fait croyant bien faire, selon sa grille d'analyse à elle ou à lui. Et les deux sont toujours amoureux. La preuve, ils sont devant moi en train de dépenser une petite fortune pour pouvoir essayer de sauver leur couple. Ce qui manque, c'est les connaissances des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes et la connaissance justement de ces dynamiques-là, des cavaliers d'Apocalypse puis de la schismogenèse complémentaire et de ces relations de codépendance qui fait qu'on arrive à hypothéquer l'amour et que 2 amants intimes au début deviennent de plus en plus 2 ennemis intimes jusqu'au divorce. Et parfois, malheureusement, ils vont jusqu'en cour pour essayer de prouver que j'ai raison et tu as tort. Hein? Les 4 cavaliers sont toujours là. Ou sinon, un des deux se résigne et se soumet à l'autre, ce qui fait un couple résigné et malheureux pour le reste de leur vie. Et les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui fait qu'ils sont devant moi et continuer de faire ce qui fait qu'ils sont toujours là et qui sont aussi devant moi et trouver de nouvelles stratégies pour apprendre à désamorcer, pour développer son intelligence émotionnelle, pour développer sa responsabilité conjugale. Je suis 100% responsable de moi dans mon couple. Okay? Et je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Mais je suis responsable à sa réaction. Est-ce que je vais agir en réaction ou je vais agir en proaction? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? Dans quelle direction on s'en va? Tu as coécrit un livre avec deux autres personnes qui s'appelle Le Guide de la sexualité branchée. Et vous évoquez dans ce livre la facilité d'accès à certaines dépendances par le biais d'Internet. Ouais.
Comment gérer ça? Aujourd'hui, le sexe est accessible partout, facilement. Et même si on n'en veut pas, on en reçoit. Vous le savez, moi, tous les jours, là, ou presque, je reçois des invitations à aller dans la chambre à coucher d'une jeune fille qui a vu mon portrait quelque part. Évidemment, elle ne l'a pas vu, parce que... avec mon âge. Mais oui, puis qui... Et les films porno sont tellement... qui fait que ça donne une mauvaise image de la sexualité. Ce que les acteurs font dans des films porno, ce qu'un couple d'amoureux fait dans sa chambre à coucher, dans l'intimité, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, okay? Sauf au niveau de la performance. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très différent, c'est le sens donné au geste. Alors, non seulement dans les films porno, on démontre à quel point il n'y a pas besoin d'enveloppement, il n'y a pas besoin de relation, il n'y a pas besoin de ce qu'on peut appeler l'amour, D'affect, okay, d'émotion pour pouvoir passer à l'action. Donc, on va direct au but. Et on présente aussi, ce n'est pas la réalité, même si des femmes sexophiles peuvent aimer le sexe et prendre l'initiative, mais en général, c'est pas... Dans les films porno, on n'entend jamais monsieur, hein, ou très rarement, c'est madame qui fait toute l'action. Et c'est madame qui déshabille monsieur. Et c'est... Okay? Donc, ça donne une fausse perception, à mon avis, de la sexualité. Et comme les jeunes ont beaucoup accès à ces façons faciles à la pornographie sur Internet, ben, ça fait une éducation négative de la sexualité. Alors qu'il faudrait faire une éducation à la beauté et à la bonté de la sexualité, à la condition de l'envelopper dans un contexte relationnel positif. Okay? C'est pas nécessaire de revenir au fait que faire l'amour, sexe égale amour égale mariage égale enfant, comme c'était le cas auparavant. On peut avoir du sexe pour le plaisir du sexe, mais toujours dans le respect des deux partenaires. Or, je pense pas qu'il y ait beaucoup de respect là, dans ces films-là. Donc, on va non seulement présenter une image plutôt dégradante de quelque chose qui est fondamental à la vie et de quelque chose qui est beau. Quel est le pire comportement ou quel est le meilleur comportement que puisse adopter une personne dont le conjoint ou la conjointe est victime d'une dépendance? Si vous mettez l'accent, la personne qui vit avec une personne qui est dépendante, peu importe le contenu de la dépendance, si on met l'accent sur le thème de la dépendance, on risque fort d'entretenir la dépendance. En psychologie, il y a une approche qu'on appelle l'intention paradoxale, qui fait que pour obtenir quelque chose, il faut faire l'inverse de ce qu'on croit devoir faire pour l'obtenir. Alors, on ne parle pas de ce qui ne va pas, mais on présente à la personne qui est dépendante d'autres activités, sources de plaisir. Parce que dans la dépendance, qu'est-ce que la personne recherche? C'est le plaisir. Et on sait très bien que même les dépendances qui sont très destructrices, sans entrer dans le détail de la biochimie, à chaque fois que je prends de l'alcool, à chaque fois que je regarde un film porno, mon cerveau sécrète de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc, il faut trouver une autre source de sécrétion de dopamine pour amener la personne à minimiser cette source, cette première source de dépendance, de plaisir, pour en développer de nouvelles. Donc on en revient à se focaliser sur le positif, oui, pour le faire croître. C'est ça. On ne construit rien sur le négatif. Et en plus, notre cerveau a une tendance, c'est qu'il n'entend pas le négatif. Si je te dis, ne pense pas à une vache verte, tu l'as vu, la vache verte. Pourtant, je te dis, ne pense pas. Si tu dis, il ne faut pas que j'oublie mes clés avant de partir, tu augmentes les probabilités d'oublier tes clés parce que ton cerveau a compris clé oubliée. Si on interdit à un enfant de faire quelque chose, on attire l'attention de l'enfant sur la chose interdite. Alors, si on ne veut pas que l'enfant fasse la chose interdite, on lui propose une autre activité. Si on veut vraiment grandir dans un couple, on ne met pas l'accent sur ce qui ne va pas. On ne met pas l'accent sur les dépendances. On met l'accent sur qu'est-ce qui va bien. Et c'est ça le sens de la thérapie psychosexologique positive. Mettre l'accent sur les forces. Un autre exemple que je pourrais donner, si votre enfant arrive avec son bulletin scolaire avec une note moyenne de 75%, avec
en mathématiques 60%, puis en français 90%, moyenne 75%, et que là, les parents mettent l'accent sur il va falloir que tu travailles tes mathématiques, là, tu as une faiblesse, là. Travaille ta faiblesse, il faut que tu t'améliores, parce que c'est important les mathématiques. Le mois d'après, là, la moyenne des notes risque d'être fortement à 73. Parce que oui, il va peut-être avoir monté ses mathématiques de 60 à 61, 62%, mais son français, qu'il a négligé, est descendu à 85. Alors que si on fait l'inverse, parce que travailler une faiblesse, le mot le dit, c'est une faiblesse. Donc ça se peut que je n'ai pas l'esprit mathématique, mais j'ai l'esprit littéraire. Travailler mes forces va emmener et réussir. Voir la note monter à 77, la moyenne monter à 77, même si les mathématiques restent à 80, à 60, parce que mon français monte à 95, ça va créer quoi? Un sentiment de confiance en soi, une estime de soi. Alors que si je travaille mes faiblesses et que je n'y parviens pas, qu'est-ce qui se passe? Je développe un sentiment d'inadéquation, un sentiment d'incapacité. J'ai une perte d'estime et de confiance en moi. Et selon toi, est-ce qu'il est possible de se libérer totalement et définitivement d'une dépendance? Non, je pense qu'il faut apprendre à gérer. On ne guérit pas de nos faiblesses, on ne guérit pas de nos traumatismes enfantins. On peut faire en sorte que nos dépendances, nos traumatismes ne nous influencent plus aujourd'hui. Si je sais que j'ai une tendance vers l'alcoolisme, oui, je peux aller chez les AA et devenir complètement abstinent. Mais souvent, ce qu'on voit chez les AA, c'est qu'ils deviennent dépendants du groupe. Ils ne peuvent plus se passer du groupe. Fait qu'ils ont juste changé le contenu de leur dépendance. Okay? Donc, si je comprends que j'ai cet attachement-là qui peut être nocif, il faut que j'apprenne à le gérer. Donc, à éviter des situations où je risque de succomber. Et trouver de nouvelles sources de plaisir qui sont épanouissantes. Alors que dans ces domaines, l'être humain a tant de difficultés toujours à s'épanouir, qu'est-ce qui a poussé Yvon Dallaire à se vouer pendant des décennies à la qualité de vie du couple et à la qualité de la sexualité du couple? Le premier livre de psychologie que j'ai lu, j'avais 17-18 ans. Ça s'appelait « Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne ». Ça l'a orienté toute ma vie. Le deuxième livre, écrit par le même auteur, Pierre Daco, un Belge, dans les années 60, m'a amené à des triomphes de la psychanalyse. M'a amené à m'intéresser fortement à la psychanalyse, qui s'intéresse fortement à la sexualité, et à la dimension relationnelle, parents, etc. Et même si aujourd'hui, je me suis fortement éloigné de la psychanalyse pour aller vers des approches qu'on appelle en psychologie de troisième vague, c'est-à-dire thérapie brève, axée solution, plutôt qu'axée sur le pourquoi du pourquoi, et axée sur deuxième vague, sur il faut dire qui je suis. Hein. En psychologie, il y a eu 3 vagues. La vague du pourquoi je suis comme ça, évidemment ça dépend de mon passé. Il y a eu la vague du maintenant que je sais comment je suis, il faut que je l'exprime. Donc on est allé vers des approches beaucoup plus expressives. Okay? Et aujourd'hui, on est rendu dans la 3e vague qui est, peu importe d'où je viens, peu importe qui je suis actuellement, il y a toujours moyen d'améliorer ma situation. Et j'utilise l'analogie du livre de la vie. Quand je suis arrivé au monde, j'ai reçu un livre rempli de pages blanches, avec autant de pages que de jours de vie que j'allais vivre. C'est pas moi qui ai écrit les premiers chapitres de mon livre. C'est mes parents, c'est mon entourage, c'est mon école, c'est ma société. Okay? C'est tout. Et autour de 20, 25, 30 ans, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de me libérer de cette dépendance-là pour pouvoir maintenant écrire mon livre de la vie selon moi. Mais très souvent, je l'ai fait en réaction à mes parents ou pour copier mes parents, si mes parents étaient heureux. Okay? Donc, si mes parents étaient heureux, ça risque de continuer d'être une belle histoire. Mais si je l'ai fait en réaction négative à mes parents, ben là, je ne suis pas dans l'indépendance, je suis dans la contre-dépendance. J'essaie encore de me libérer de mes parents. Il y a un point tournant dans ma vie, le jour où j'arrête d'écrire le livre de ma vie selon le style parental pour trouver mon style à moi. Et pour ça, ben, au lieu de mettre l'accent sur le passé, je mets l'accent sur qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour demain. Je ne peux pas changer mon passé. Il est écrit à l'encre indélébile, mais je peux changer ma perception du passé. Et au lieu de me rappeler des mauvais souvenirs, des traumatismes, toutes les frustrations que mes parents m'ont fait vivre, tout ce qu'ils ne m'ont pas donné,
puis de les accuser de tout ça. Je peux, à l'inverse, me rappeler de tout ce que mes parents m'ont donné, de tout ce que, grâce à eux, j'ai pu acquérir. Et à ce moment-là, je change ma perception du passé pour me rappeler des beaux souvenirs. Et si je me rappelle des beaux souvenirs, qu'est-ce que je fais? Je revis des émotions agréables et des émotions positives. Et à ce moment-là, je peux construire sur du positif. Je pardonne à mes parents. Cyrulnik appelle ça la résilience. Merci beaucoup, Yvon. Bienvenue, Julien.